C'est OK? Et si ça ne va pas, on fait quoi? Ben on arrête. D'accord. Donc ben voilà. Du coup pour me présenter, moi je suis Stécie, je travaille à la Ligue donc en tant que chargée de mission. Je m'occupe principalement de toute la partie formation, donc l'organisme de formation qu'on a relancé depuis quelques mois maintenant. Et via cet organisme de formation, on réalise des formations, notamment une formation qu'on a réalisée avec Nicolas, donc TCA et obésité également. Euh, les formations sont destinées aux professionnels de santé, mais pas que, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'obésité, qui traitent ce sujet ou qui sont concernées de près ou de loin par cette maladie. Donc voilà. Et en ce mois de la lutte contre l'obésité, on a décidé de réaliser plusieurs webinaires comme celui-ci aujourd'hui. Nous en avons un également. C'est l'activité psychadaptée qui sera réalisée ce vendredi, du coup. Et pour ceux qui connaissent pas la Ligue contre l'obésité, c'est une association nationale qui depuis plusieurs années sert à prévenir, sensibiliser et accompagner les personnes en situation d'obésité. Et la Ligue se mobilise pour informer le grand public et notamment lutter contre les idées reçues et la stigmatisation liée au poids. Et le but, c'est également de promouvoir une approche plus respectueuse, globale et centrée sur la santé et le bien-être. Comme je vous ai dit juste avant, on a relancé l'organisme de formation et le but, c'est de former des professionnels de santé pour mieux comprendre les causes de l'obésité et ses conséquences, notamment sur le plan physique et psychologique. Donc c'est pourquoi, comme je l'ai dit, en ce mois, cette semaine, ce jour de lutte contre l'obésité, on a décidé d'en parler pour donner de la visibilité à cette maladie multifactorielle et montrer qu'elle touche qu'elle peut en tout cas toucher énormément de personnes et qu'il existe des solutions concrètes. Et le but, c'est également d'accompagner les personnes en situation d'obésité. Voilà. Si vous avez également des questions sur la Ligue, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on sera ravis d'y répondre. Et Nicolas, je vous laisse la main pour vous présenter et ensuite on passera aux questions. Ouais, eh ben, avec plaisir. C'est toujours drôle de se présenter, hein. Comment je vais faire aujourd'hui? Je suis diététicien de formation, ça c'est peut-être un peu la base, chose pour laquelle j'étais pas destiné, hein. J'ai un bac électrotechnique en sciences techniques et d'autres choses. Donc j'ai fait le BTS diététique sur Montpellier. Très rapidement, je me suis intéressé à deux autres formations. Une formation dans la nutrition du sport haut niveau que j'ai fait à la Pitié-Salpêtrière à Paris, c'était en 2004-2005. Et je me suis retrouvé confronté à une situation clinique assez complexe. C'était une situation d'anorexie mentale, c'était dans les années 2006. Donc ça date. Et face à cette situation clinique, je me suis retrouvé, comme tout le monde, démuni. Puisque déjà, premièrement, dans les années 2006, la place du diététicien dans les TCA, c'était pas à l'ordre du jour, hein, clairement. C'était très psy et on faisait que de la psy. Et donc, du coup, je me suis formé à l'hôpital Sainte-Anne qui faisait un DU TCA. Donc, j'ai fait ça en 2006-2007. Et puis, depuis 2006-2007, j'ai changé ma consultation de l'obésité pour passer que dans les troubles alimentaires, principalement. J'ai participé à beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'autres formations, des formations en thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, puisque c'était à la mode à l'époque, les remédiations cognitives, les thérapies ACT, tout ce qu'on voit émerger aujourd'hui, tout ça, je l'ai fait dans les années 2010. J'ai participé aussi à l'écriture des recommandations HAS pour l'anorexie et la boulimie dans les années 2009 et 2015. Et pour finir mes études, j'ai fini par un master en philosophie, master 1, master 2 en philosophie et en éthique médicale que j'ai fait à Paris. Donc du coup, ça me permet d'avoir un point de vue et des points critiques qui sont pas toujours contemporains ou pas habituels pour les stratégies de prise en charge. Donc c'est un peu quelque chose d'innovant que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui à travers ce webinaire. Euh, pour après la partie pratico-pratique, là je suis au CHU, je travaille au CHU de Montpellier.
je suis en centre de travail expert d'évaluation depuis les années 2010. On a un HDJ aussi de suivi des patients TCA. Et en effet, on voit de plus en plus apparaître des patients post-opératoires de type chirurgie bariatrique, sleeve ou autres qui viennent en consultation désormais avec un poste de diagnostic d'anorexie mentale. Ça répond déjà un peu à une question qui était prévue par Stacy, donc ça existe. Et je travaille aussi dans deux cliniques principalement sur Paris et j'ai une consultation privée. Voilà. Pour faire simple et résumé de ce que je fais à l'heure actuelle. Stacy? Parfait. Ben, écoutez, c'est le moment de lancer un petit peu les questions. Ouais. Comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat, c'est hyper important. Il faut que ce soit interactif et que Ouais. ben, Nicolas puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet. Mais histoire de lancer un petit peu le truc, moi j'ai une question qui va être un petit peu ben, la base de ce webinaire. Quelles sont les différences et les similitudes des TCA et de l'obésité? Ben, en fait, il y a un truc qu'il faut juste... Moi, j'aime de formation, comme j'ai fait philo aussi, à un moment donné, on revient sur des choses basiques. On revient sur des diagnostics et on revient sur des définitions. Quand on regarde la définition de l'obésité, qu'est-ce qu'on observe? C'est la présence d'un excès de matière grasse dans un organisme qui va nous permettre de classifier les gens avec un retentissement potentiel nuisible pour leur santé. En fait, quand on regarde la définition de l'obésité, ça se limite à ça. Hmm. Quand on regarde la définition des troubles des conduites alimentaires, donc il y en a plusieurs. Les plus grands qui sont connus sont l'anorexie, la boulimie principalement. Connaît aussi ce qu'on appelle le binge eating disorder, l'hyperphagie boulimique, hein. Ce sont souvent des patients qui vont se distinguer des patients boulimiques du fait de leur IMC qui est plutôt au-delà d'un IMC supérieur à 30 et de ces patients qui vont vivre des crises de boulimie comme des patients boulimiques, mais sans les compensations. Voilà pourquoi on peut les retrouver parfois dans cette catégorie de l'obésité, parce que l'obésité, elle, est définie seulement par un taux de tissu adipeux qui est trop élevé, et les troubles du comportement alimentaire va définir plutôt des attitudes, des stratégies de fonctionnement, des objectifs particuliers, qui peuvent être parfois se recouvrer dans des démarches de perte de poids chez les patients dans l'obésité, mais ça ne va pas être forcément des troubles alimentaires. Il faut vraiment distinguer ça. C'est que sur le plan diagnostic, l'obésité se définit par un excédent de matière grasse, mais elle ne définit pas des comportements alimentaires, elle ne définit pas des stratégies, elle ne définit pas ces choses-là. Les troubles des conduites alimentaires, enfin, le diagnostic des troubles des comportements alimentaires, eux, va définir vraiment des stratégies, des fonctionnements, des comportements. Il y a une petite distinction avec ce qu'on appelait les troubles des conduites alimentaires, mais on ne va pas rentrer dans ce détail, il n'y a pas de nécessité. Et donc, le trouble des comportements alimentaires, lui, définit vraiment des attitudes, des fonctionnements, des retentissements chez les individus. Et c'est en ça que c'est relativement surprenant que l'obésité, en fait, finalement, n'a été définie qu'à travers un statut, alors que les troubles des conduites alimentaires a défini plutôt des Alors, comportements. Et on peut-être va désormais. mettre... Hop, il y a juste quelqu'un. Ouais, voilà. Merci. Voilà. Juste, du coup, on a quand même ce truc qui est assez surprenant, c'est qu'on a un statut dans l'obésité, dans les troubles des conduites alimentaires, on a plutôt des définitions de comportement, et c'est là où peut-être que les évolutions futures feront qu'on va faire un peu un mix des deux pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux définir le type de troubles qu'on peut observer chez les patients qui souffrent d'obésité. Très bien. Merci pour cette Bon, réponse. je, je fais pas l'affront à tout le monde hein, de rappeler les critères d'IMC au-dessus de 30, 35. Enfin, ok, Bien hein, sûr. je pense que tout le monde est au clair avec ça. Oui, Il n'y je a pas de pense souci. que c'est OK. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois qu'il y a eu des petites questions dans Oui, le chat. super. Clémence, Justine, je vous laisse sélectionner les questions et comme ça on peut continuer. Ok, bonjour. Du coup, il y a une question. Ça Donc, va. est-il réellement possible de guérir de l'obésité? Ben alors, si tu reviens sur ce que je viens d'expliquer, comme c'est un statut, en quelque part, si tu changes le statut, tu sors d'un tissu adipeux qui est trop grand, ben oui, bien sûr, tu vas sortir de ce statut-là et tu ne seras plus considéré comme obésité. Mais la question est de savoir, est-ce que finalement ton comportement alimentaire est quelque chose de relativement stable? Parce qu'en fait, le fait de ce que j'ai toujours dit hein, depuis 20 ans que je travaille, c'est que déjà, si nous, les diététiciens, on aurait dû être déjà spécialisés dans les comportements alimentaires, je pense qu'on aurait fait
moins de dégâts que ce qu'on a créé du coup dans les soins. Je vais être très clair là-dessus. On n'a pas fait des dégâts de manière intentionnelle, parce qu'il y avait une stratégie de soins, un fonctionnement, une compréhension du corps humain. Comme toujours, la science évolue, se remet en question, et bien heureusement, ce qui nous permet de changer de la façon d'exercer. Donc, je pars du principe que la plupart du temps, les gens n'ont pas agi de manière négative. Même quand vos parents vous ont stigmatisé, entre guillemets, vous ont interdit, là je pense à une patiente qui m'écrivait c'est un truc, ben, mon père me disait qu'il fallait pas que je me resserve de fromage parce que ça faisait grossir, etc. L'intentionnalité, bien sûr, vise le bien, puisque c'est une information pour que la personne aille mieux et qu'elle ait moins de problématiques de poids. Mais bien sûr qu'en le disant de cette façon-là, il y a quelque chose qui est dérangeant pour la personne qui la reçoit. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment à comprendre que on peut changer de statut et de sortir de l'obésité, on peut sortir de ce statut-là. Par contre, ça ne définit en rien est-ce que mon comportement alimentaire, lui, sera relativement stable. Et aujourd'hui, on a besoin en fait de mesurer ces deux dynamiques. Et presque, je dirais que le plus important, c'est de voir, un, où est le statut, deuxièmement, quel est le comportement, pour voir parfois aussi dans quel axe il va falloir travailler. Est-ce qu'on va mettre beaucoup plus de comportement alimentaire, moins de comportement alimentaire, ou est-ce que dans ce statut d'obésité, il y a une dynamique de problématique de comportement alimentaire ou il n'y a pas de problématique de comportement alimentaire? Moi, si je vous parle aussi de mon expérience, quand j'ai commencé à traiter l'obésité, et puis très rapidement, je me suis occupé de troubles alimentaires, j'ai été souvent en conflit éthique avec une façon de dire est-ce que j'interviens ou pas sur ce patient avec de l'information nutritionnelle, je vais dire de manière un peu grossière, des stratégies de régime pour pouvoir aider quand même le patient à changer son statut d'obésité parce qu'il y a il y a un vrai retentissement sur son statut. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je ne vais pas aussi générer des troubles du comportement alimentaire? Donc c'est une question qui est vraiment très épineuse, qui n'est pas si simple à répondre, déjà sur le plan éthique, d'autant plus qu'on sait que nous avons une profession en tant que diététicien qui est non remboursée par la sécurité sociale, donc qui souffre quand même d'une capacité à pouvoir vivre, je dirais, dignement de son métier assez difficile. Et il est assez logique de voir aussi, malheureusement, pas mal de gens qui font du commerce des régimes, tout simplement pour assurer leur vie. Mais bien sûr, derrière cette question, il y a la question d'éthique et de faire du soin avec un esprit de primum non nocere, d'abord de ne pas nuire. Le problème, c'est que les conceptualisations des idées de perte de poids chez les gens semblent complètement valides et ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils génèrent. Donc, on guérit de l'obésité si on sort de ce statut. Maintenant, guérit-on d'une situation? Et c'est là où on peut poser la question d'un statut que je parlais entre la notion de occupé et la notion de préoccupé. La notion d'occupé, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'est une personne qui est à son poids physiologique plus une addition d'excédent de poids. Et c'est l'addition de l'excédent de poids qui fait qu'il est dans un état d'occupé par ce poids-là. Et qu'en effet, ben, en enlevant cet excédent de poids, on va retrouver un patient qui est à poids normal et qui sera forcément plus adapté. Le seul problème, c'est que selon la modalité qui va être mise en œuvre pour pouvoir perdre du poids, ou pouvoir prodiguer des soins, je dirais, peut faire malheureusement glisser le patient d'un état occupé par un excédent de poids à un état préoccupé. Et je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire derrière cette notion de préoccupation. C'est-à-dire qu'en effet, on peut supprimer l'excédent de poids. Par contre, on peut faire glisser le patient dans une dynamique intellectuelle qui fait que la plus grande angoisse sera la reprise du poids. Et ça, clairement, c'est un échec. Bien sûr que le patient, sur le plan métabolique, risque pour sa santé, c'est gagné sur ces aspects-là. Et il ne faut pas le négliger. Dramatiquement, je viens de perdre un de mes amis qui est mort d'un arrêt cardiaque. Il était en obésité il y a à peine 3 semaines de ça. On en discutait. Clairement, il était en situation d'obésité, bon vivant. Il faut aussi rappeler que malheureusement, ben, l'état de santé provoque la mort de certains de nos amis et des gens qu'on connaît. Donc, du coup, on ne peut pas ne pas rien faire. Par contre, la manière dont on fait les choses est à reconceptualiser, pardon. Et je critique ce fait que beaucoup de stratégies n'ont fait glisser les patients que d'un état occupé par l'excédent de poids à un état préoccupé. C'est-à-dire que les gens ont perdu du poids et finalement, la plus grande angoisse qu'ils ont eue en étant
plus dans l'état d'obésité, c'était la peur de regrossir et que toute l'alimentation, là, va être complètement chapeautée par une angoisse profonde de la reprise de poids. Et c'est là où on rentre dans un début de questionnement, est-ce qu'il y a un trouble alimentaire, pas un trouble alimentaire, ou ce qu'on va appeler de l'ordre du désordre alimentaire, etc. Donc là aussi, je suis dramatiquement surpris de voir encore que on vous propose encore des pertes de poids miraculeuses en temps de mois, en temps de temps, et ça se valide encore, alors qu'on sait très bien que relativement c'est un échec, non pas pour la perte de poids et les bénéfices qu'il y en a, mais surtout c'est qu'on a des glissements des patients qui passe de ce statut occupé à ce statut préoccupé. Et un statut préoccupé est parfois bien plus inquiétant qu'un statut occupé. Bon, je pense qu'on a très bien répondu à la Ah, question. tu, Merci. tu me mets des notes quand je réponds bien. Oui, on va faire ça. Ok, cool. Ok. Est-ce qu'on peut enchaîner sur les questions? Euh, oui, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut trouver des patients obèses qui n'ont pas de problème de TCA? Oui, totalement. Ouais, ouais, clairement. Bien sûr. Bien sûr, ça c'est vraiment, voilà, de nouveau, il faut que tu reprennes cette notion de distinction. Le statut d'obésité, c'est un état où tu as un IMC supérieur à 30, hein, et donc comme tu as un statut supérieur à 30, tu as le statut d'obésité, mais qui en cela ne définit absolument pas ton comportement alimentaire. Tu peux très bien avoir des patients qui ont des comportements alimentaires totalement adaptés, appropriés à leur situation, sans excès, sans crise, sans rien de tout ça, mais qui sont dans un statut d'obésité. Tout autant, on peut avoir le phénomène inverse, hein, j'élargis le débat, tu peux très bien avoir des patients avec des IMC compris dans un non-risque de santé, on va dire entre 20 et 25, mais avec des comportements alimentaires complètement anarchiques, de type troublé, etc. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est un peu cette métaphore qu'on pourrait dire, il faut distinguer la taille du véhicule ou la forme du véhicule avec le régime moteur. Et donc, c'est pas parce que tu as un gros véhicule que tu as forcément une conduite qui est complètement désorganisée. Et c'est pas parce que tu as un petit véhicule que tu as un comportement de conduite qui est totalement organisé. Il faut séparer les deux. C'est pour ça que la question posée par ceci dès le départ est importante parce que elle permet d'appréhender les choses sous des aspects différents. Il ne faut pas confondre les statuts. Les statuts de l'obésité, nous sommes plutôt dans une dynamique d'état du corps. Les statuts des comportements et des troubles des comportements alimentaires, ce n'est pas corrélé toujours à la dimension du poids, même s'il y a une préoccupation chez certains d'un excédent de poids. Ok, Vous me merci dites beaucoup. quand je suis pas clair, hein, parce que c'est toujours clair dans ma tête. Non, non, ben, dites-nous Tellement que dans le j'hésitais chat également si c'est ouais, pas clair pour ouais. certaines personnes, mais là, on a des petites questions qui arrivent, donc je pense que c'est globalement OK. Mm. Ben, très Euh, clair, merci. Donc, c'est bon, on a des retours, c'est OK. Merci Laura. Je t'enverrai le chèque comme prévu. il y a une nouvelle question. Comment définissiez-vous les troubles des conduites alimentaires dans ce cas? Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence là dans ce cas. Est-ce que c'est par rapport à l'obésité, pas l'obésité? Mais je peux répondre peut-être de cette façon-là. Et si ça manque de clarification, vous me le dites. L'OMS déjà vous permet de définir la notion de l'obésité. Vous avez les diagnostics enfin, le diagnostic qui est posé sur l'excès de tissu adipeux. Ensuite, tout ce qui est dans les troubles des conduites alimentaires, troubles des comportements alimentaires, ça correspond plutôt. Nous sommes dans des maladies qui sont dites psychiatriques, donc ça va être vous allez retrouver toutes ces informations de diagnostic des TCA dans le DSM, hein, le diagnostic des maladies psychiatriques, dans le DSM, dans le DSM-5 révisé, et vous allez retrouver la plupart des troubles alimentaires qu'on peut trouver dans cette problématique. Donc là, vous retrouvez classiquement l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, la noctophagie, vous allez retrouver le pical, le méricisme, vous allez retrouver, qu'est-ce que j'ai oublié, les ARFID, et vous allez retrouver tous les diagnostics de TCA. Donc l'un correspond à un statut de nouveau, hein, presque plutôt morphologique, et puis l'autre correspond à la dimension psychiatrique, et il faut aller donc dans le DSM-5, vous avez tous les critères de diagnostic de ces pathologies-là. Avec, alors, je pense qu'on y reviendra à un moment donné, il faudra bien faire attention à la notion de diagnostic et ce qu'on définit, par exemple, comme la crise. Je ne vais pas en parler maintenant, il y a d'autres questions avant, mais la notion de crise, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien souvent, cette sémantique est assez confondue et peut amener à ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, du coup, on y reviendra après. Mais
Il y avait peut-être d'autres questions, je crois, une histoire sur l'IMC, Clémence, non, c'est pas ça? Oui, il y a eu l'IMC est-il toujours un indicateur pertinent? Ben, c'est un indicateur. En fait, l'IMC, je crois que la vraie problématique de l'IMC, c'est lui faire dire beaucoup de choses qu'il ne dit pas. En fait, l'IMC, il ne parle pas de normalité. À aucun moment donné, il y a de normalité. Moi, je dis, je suis toujours gêné entre 20 et 25. La seule chose que je dis, c'est que si on regarde le diagnostic de l'obésité, c'est de dire que à ce moment-là, il n'y a pas un excédent ou une absence de matière dans le corps qui fait que ça va être nuisible pour ta santé. Voilà. C'est la seule chose qu'on devrait dire d'ailleurs dans un IMC compris entre 20 et 25, globalement, et encore que ce n'est pas toujours la réalité, il faut quand même aller voir un peu plus si jamais il y a besoin, on a quand même parfois des corps qui sont particuliers, mais que globalement, qu'est-ce que nous dit l'IMC? Elle nous dit que plus notre tissu adipeux est important dans l'organisme, plus nos risques sur la santé est élevé. Mais c'est la seule chose que nous dit l'IMC. Elle nous a jamais parlé de normalité. Elle nous a parlé à la rigueur de normalité biologique, mais elle ne nous a jamais parlé de normalité sociologique. Et c'est le vrai problème actuel. Je parle comme un vieux, désolé, j'approche de la cinquantaine, mais c'est de dire que beaucoup de termes sont employés régulièrement mais sans comprendre le concept qui est sous-jacent derrière le terme. Donc du coup, derrière la normalité, ben, quand on parle de normalité à une population générale, forcément, la seule normalité auquel on va penser, c'est une normalité sociologique, c'est le rejet, etc. Alors que là, nous sommes quand même avant tout dans un domaine biomédical, et le concept de normalité, ce n'est pas ce domaine-là, ce n'est pas dans un esprit de jugement, ce n'est pas dans un esprit de sorte de classification péjorative, etc. C'est juste la normalité, c'est plutôt ce qui est attendu. Voilà. Mhm. Donc là, du coup, quand on a un IMC entre 20 et 25, c'est plutôt, lorsque le corps se développe de manière adaptée, ben, on est compris entre 20 et 25 en fonction des trajectoires, mais on n'attend pas une norme comme on entendrait cette norme sociale où il faut être entre 20 et 25. C'est pas ce qui est dit dans l'IMC. Il ne traite pas de cette information. L'IMC te dit, ben, est-ce qu'il y a un excédent de gras ou pas, donc de tissu adipeux, et est-ce que ça va avoir potentiellement un risque et un danger pour ta santé, ou bien sûr, concernant ma partie sur l'anorexie mentale, ben, au contraire, nous sommes dans une situation où ben, là, c'est danger parce que ton corps est là aussi mal construit, pas mal construit, mal organisé, et donc les risques pour ta santé sont aussi très élevés du fait que tu sois dans un état de dénutrition. Donc en fait, il faudrait faire l'effort principalement, nous professionnels de santé, d'arrêter de parler de normalité entre 20 et 25, de rien nommer entre 20 et 25, mais de définir plutôt qu'à partir au-delà de 25, c'est dire bah, il y a la présence d'un excédent de poids qui est à vérifier et qui peut engendrer quelque chose de négatif pour votre santé future. Dans l'obésité, bah, ce risque-là est bien plus élevé. Voilà la seule chose que ça nous dit. Et de l'autre côté, ben, en effet, nous sommes dans une situation où le corps est en dysfonctionnement, là aussi, et donc il y a un risque pour votre santé d'une manière générale. Donc voilà, l'IMC ne nous parle pas de normalité, elle nous dit les risques sur la santé possiblement. Et puis, Marie-Dor, je vais sortir le fouet parce que ta question est complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que l'IMC n'est jamais utilisé chez un sportif. Donc, ce débat autour de l'IMC chez un rugbyman ou chez d'autres sportifs, ça, depuis toujours, l'IMC n'a jamais été une valeur qu'on utilisait chez un sportif. On a plutôt utilisé ce qu'on appelait des pinces à plis cutanés. Et c'est ces pinces à plis cutanés qui nous Mhm. permettaient de savoir un petit peu ce qu'il en était. Et donc, quand je suis encore effaré, 20 ans après, d'encore entendre parler de l'IMC chez les sportifs, parce que clairement, moi, il y a 20 ans, quand j'étais à la Pitié-Salpêtrière, la première des choses qu'on apprenait, c'était on n'utilise jamais un IMC chez un sportif. Comme quoi, 20 ans après, bah, ça met du temps à ruisseler pour que les informations adaptées circulent et je vois qu'on est encore piégé. Donc non, non, trêve à part, c'est voilà, l'IMC n'est jamais utilisé chez un sportif. On utilise ce qu'on appelle des pinces à plis cutanés, on utilise d'autres outils pour pouvoir voir ce qu'il en est. Mais je dirais aussi avec presque une forme d'imaginaire qui existe chez les sportifs. Je crois que
j'hésite vraiment entre les troubles alimentaires et les sportifs de haut niveau ou les sportifs. Je ne sais pas quels sont les plus compliqués à prendre en charge. Je crois que c'est les sportifs. Parce que alors, les sportifs, ils ont tout vu, ils ont tout vu, ils ont tout compris à la nutrition, ils comprennent le corps, mais pire que les anorexiques. Donc, je trouve que c'est les plus complexes à prendre en charge. Et si vous avez un TCA avec un sportif de haut niveau, alors là, c'est vraiment une des situations les plus critiques, les plus critiques. Parce que l'hyperactivité physique, et c'est un des points qui est relativement important, quand on dit le sport santé, ça a un vrai effet positif, oui, mais le sport santé aussi est un pharmacone, comme tout produit, c'est que lorsqu'il en fait pas assez, ben, en effet, il a peu d'effets positifs sur notre santé. Quand on en fait trop, il a des effets très délétères. Et là aussi, je vous fais part d'une expérience clinique qui peut vous aider aussi dans votre quotidien, hein, qui, la semaine dernière, là, sur une patiente que j'ai hospitalisée à la clinique, qui est dans l'hyperactivité physique pour réguler donc, les conséquences sur son poids, donc qui est en refus de soins, tout simplement. Et donc, elle marche énormément. Mais elle me dit, mais Nicolas, regardez, j'ai tapé sur ChatGPT, je demande combien il faut faire de pas par jour, et ChatGPT répond de manière très adaptée. Bah, et entre 5 et 8 000, c'est plutôt super. Entre 8 et 10 000, c'est encore mieux. Et au-delà de 10 000, bah, là, vous avez encore d'autres effets et c'est relativement intéressant. Et j'ai dit, mais il y a un truc qui m'interpelle. J'ai dit, mais tu as dit à ChatGPT que tu étais anorexique? Et elle m'a dit, bah non, non, j'ai juste posé la question de savoir combien il fallait marcher de pas par jour. Et ça a été une expérience qui a été relativement intéressante, puisque du coup, on était tous les deux. J'ai dit, bah vas-y, marque comme quoi tu es anorexique et de savoir combien il faut faire, combien de pas il faut faire. Et là, premier truc qui m'a estomaqué, c'est que le chat répond. Merci de me l'avoir dit. Et entre parenthèses, il a mis un petit cœur de compassionnel. Je trouvais ça assez bluffant en disant, ben voilà, ok, bon, l'air de dire que voilà, j'ai compris que tu souffrais de quelque chose qui était relativement grave, etc. Et derrière, tout le laïus qui a été sur la pratique sportive, clairement, était totalement adapté en expliquant que la marche était devenue complètement contre-productive, qu'elle était un frein à la guérison, qu'il fallait pas éviter de dépasser les 3 5 000 pas par jour pour pouvoir améliorer la situation. Donc là aussi, vous voyez, toutes ces informations qu'on a d'une manière générale, comment on utilise aussi ces chats, les activités sportives, ben, peuvent moduler aussi les informations que les patients reçoivent. Moi, je reste assez clair là-dessus. La plupart des patients font bien dans un raisonnement logique, mais dans un référentiel faux. Donc, on ne peut pas toujours incriminer finalement les patients. Et donc, là, je reprenais sur cette histoire de Rubinman et d'IMC. C'est des choses qu'ils entendent. Ils reproduisent cette information sans avoir une vraie critique. Et bon, forcément, c'est un peu comme de la poudre, ça se répand, mais c'est pas vraiment adapté, quoi. Très bien. Bonjour. Ah, pardon. Vas-y, vas-y, Du coup, Justine. du coup, il y a Estelle qui demande pourquoi pas se concentrer d'abord sur la perte de graisse avec un régime pour aider le C'est patient à retrouver un c'est IMC super. correct et Ouais. dans un second temps, une fois le poids idéal atteint, travailler sur la TCA. C'est super. Alors, premièrement, ça veut dire qu'elle n'a pas écouté ce que je dis au départ, puisque je vous ai parlé de passer d'état occupé à un état préoccupé. Pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'en fait, c'est une vraie question que je me suis posée à l'époque. C'est-à-dire que cette question-là, je me suis retrouvé quand j'avais des premiers patients qui souffraient d'obésité. En effet, j'observais cliniquement parlant des patients qui me parlait de 2 3 kilos qui étaient excédentaires dans une masse de kilos qui était trop importante, mais de 2 3 kilos qui étaient vraiment excédentaires. Et il me disait, mais monsieur Salut, vraiment, je suis ennuyé avec ces 2 3 kilos. En effet, si je pouvais perdre ces 2 3 kilos, déjà, je me sentirais mieux. Et je pourrais continuer à faire tout le travail thérapeutique de gestion du comportement et améliorer. Et j'ai été hyper séduit et touché par cette demande des patients. Et en effet, c'est ce que j'ai fait. Pendant mes premières années de soins, mais je me suis arrêté assez vite, vous allez comprendre pourquoi. Je suis parti dans cet état d'esprit. J'ai dit, en effet, il y a des patients qui ils ont 2 3 kilos, qui les pèsent sur les hanches, sur les genoux, qui sont mal à l'aise. Et en effet, dès qu'ils les perdaient, ils étaient nettement mieux. Le problème, c'est que je me suis retrouvé face à une situation qui était insolvable. Et c'est comme ça que j'ai développé ce concept d'état occupé, préoccupé. C'est que à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, c'est-à-dire d'enlever les kilos qui étaient gênants pour les patients, qui étaient une vraie difficulté, et que j'entends absolument bien, le seul problème, c'est que j'ai jamais réussi
a changé la modalité de pensée du comportement alimentaire. Les gens sont restés bloqués. Et donc, en effet, c'est hyper séduisant. Je vous l'ai dit, moi, je l'ai fait de ce truc-là dès le départ. Les patients, je comprenais bien ce truc-là. Je dis, ben, OK, oui, on va mettre quelque chose d'un peu restrictif, maîtrisé en soins, pour que vous redescendiez au niveau du poids. Le truc que j'ai toujours vu, c'est qu'une fois que c'était enclenché avec un modèle restrictif de sous-alimentation, de contraintes, etc., les gens n'arrivaient pas à switcher et à revenir sur une normalité de comportement. Et c'est pour ça que j'ai abandonné cette idée-là, ce qui est désagréable, mais qui m'a permis aussi de réfléchir à d'autres concepts dans les soins, et en me disant, ben, je suis navré de vous dire que malheureusement, il va falloir commencer à comprendre qu'il faut accepter cette situation dans un premier temps pour pouvoir vous dégager de la liberté, pour pouvoir essayer d'évoluer positivement. Mais clairement, même si mon désir de vous dire, bah oui, ce serait mieux que vous ayez 2 3 kilos dans lequel vous serez nettement mieux et on pourrait accéder à autre chose, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai jamais réussi à le récupérer. Ça s'emballe. Il y a une motivation, il y a le plaisir de la perte de poids qui est totalement entendable, il n'y a pas de discussion là-dessus, le patient est motivé, ça va mieux pour lui, donc il se sent bien. Et aller accéder à travailler sur une normalisation, enfin normalisation de comportement alimentaire, mais quelque chose de beaucoup plus fluide sur le comportement alimentaire, devient impossible. Ce qui a fait que je concluais toujours cette chose-là, c'est de dire que tant qu'il y a un objectif de poids, vous ne pouvez pas travailler sur le comportement alimentaire. L'objectif vous bloque totalement sur une possibilité de retrouver un comportement alimentaire fluide et normal. Et j'en arrivais à cette conclusion en disant, bah, écoutez, je sais que c'est ennuyeux pour vous, vous êtes vraiment gêné par ce point, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a aucune discussion aussi à avoir en disant que quand vous aurez enlevé 2 3 kilos, 5 kilos, vous irez nettement mieux. Il n'y a pas de débat parce que ce sera la réalité. Par contre, il y a la possibilité qu'on traite profondément le problème et qu'on en finisse totalement avec ce comportement alimentaire, cette obésité, ce surpoids, ces troubles et autres. Ou alors, il y a une possibilité que, en fait, je vous maintienne dans cette problématique avec toujours des oscillations et des risques au fur et à mesure que vous reprenez tout. Par contre, cette première, donc, cette étape qui est plus judicieuse sur le long terme, commence par une étape relativement désagréable, c'est qu'il faut abandonner l'idée de perdre du poids pour pouvoir libérer le comportement alimentaire. Et ça, c'est l'étape la plus difficile que vous allez retrouver chez votre patient qui souffre d'obésité. Ben pourquoi? Parce que si vous souffrez d'obésité, vous n'avez qu'une impatience, c'est de vous retrouver, et c'est absolument normal. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de trouble là-dessus, il n'y a rien de problématique là-dessus. Par contre, cette impatience de se mettre dans ce truc-là, malheureusement, c'est exactement ce qui va savonner la pente. Et à un moment donné, les gens vont se casser la bobinette. Ou alors, dramatiquement, ça finit dans un trouble alimentaire. Et alors là, on en a encore pour des années entières. Et je pense à une patiente que je traite là depuis 5 ans maintenant, qui a connu un excédent de poids, qui a été dans une obésité. Et après son obésité, elle a fait des régimes drastiques, elle a tout perdu. Et là, ça fait 5 ans qu'on se bat pour retrouver un comportement alimentaire plutôt adapté. 5 ans. Donc, des années entières d'obésité, la souffrance sur la peau, sur tout la stigmatisation, tout ce qu'on connaît, hein, pas besoin de rajouter, on connaît tout ça, on le valide, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça fait 5 ans que je travaille pour l'en sortir de son anorexie mentale post obésité. Donc, c'est pas si simple. C'est, c'est ce que j'essaye de toujours un peu alerter, hein, de dire, bah oui, vous allez perdre du poids, pas de problème, vous allez être mieux, pas de problème. Moi, la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes en capacité d'être autonome, vous êtes en capacité de pouvoir prendre des décisions qui sont plus ajustées, est-ce que vous êtes libre de votre comportement, détaché du poids? Parce que dans ce contexte-là, vous aurez la possibilité de retrouver une qualité de vie qui sera super sympa. Par contre, si vous n'êtes pas prête à réfléchir à ces dynamiques-là, le problème, c'est que oui, vous aurez un truc qui sera bien aussi pour vous, vous n'aurez plus de problème de poids, vous serez beaucoup moins gêné dans vos déplacements, sur la manière de vous habiller, etc. Par contre, il y aura une pression permanente sur le poids, permanente sur l'alimentation, et vous vous en sortirez pas. Donc, vous êtes dans des états préoccupés. Et un état préoccupé est tout aussi problématique pour moi qu'un patient qui souffre d'obésité avec la douleur du poids ou le retentissement sociétal, on va dire, moins important. On est clair, mais ça règle absolument pas la situation. Ok, merci. Et on demande quelle est la frontière entre nos compétences de
diététicien et celle d'un psychologue psychiatre. À quel moment devons-nous passer la main? Dans tous les cas, le mieux, c'est quand même de faire une évaluation, et c'est ce qu'on a créé au niveau national. On a donc des centres experts d'évaluation des troubles des conduites alimentaires. Vous avez donc déjà, premièrement, quand vous avez une suspicion d'un comportement alimentaire, de quelque chose qui ne va pas, etc., vous pouvez nous adresser. Donc, vous allez sur le site de la FFAB.fr, la Fédération française anorexie-boulimie.fr, et vous allez retrouver les centres experts qui sont juste à côté. Donc, si vraiment vous avez un doute, vous nous adressez les patients. Et du coup, on fait une évaluation et on va conclure à un début de diagnostic en disant, bah oui, il y a un TCA, pas de TCA, avec ou pas obésité, etc. Donc ça, déjà de passer là-dessus. Euh, Après, je reviendrai sur un point qui est un peu difficile, c'est plutôt cette histoire vous voyez, de sémantique et de faux diagnostic. Parce que, par exemple, quand on parle de crise de boulimie, une crise de boulimie, dans notre domaine des troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié. C'est une quantité d'aliments qui est consommée de manière massive, souvent de manière cachée, qui va durer à peu près 2 heures, dont la quantité qui est consommée à ce moment-là ne pourrait pas être consommée par un autre individu s'il avait le même temps pour le faire. Vous voyez, je répète, c'est-à-dire vous avez, on va dire, 2 heures. Dans 2 heures, il y aurait une quantité massive d'aliments. Ben, la personne qui souffre de crise de boulimie, elle va tout consommer. Si vous êtes à côté, vous auriez la même quantité d'aliments, ben, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir tout consommer. Ce qu'il faut bien entendre dans la notion de crise, c'est quelque chose qui est massif en volume. C'est pas, et je suis dur à chaque fois que je dis ça, c'est pas le gâteau de fin de journée, c'est pas deux, trois paquets, ça, c'est pas des volumes qui, pour nous, contribuent à un diagnostic de crise. Vous pouvez, bien sûr, ça ne l'invente pas, avoir le sentiment de culpabilité, avoir le sentiment de honte, de vous sentir perdu à ce moment quand vous faites ça, etc. Mais ça ne relève pas d'un diagnostic de TCA. C'est pas exactement ça. Avoir le sentiment d'inconfort, avoir le sentiment de culpabilité, certes, ce sont des traits qu'on retrouve dans les critères de diagnostic, mais ce n'est pas la totalité du diagnostic. Il y a une fréquence aussi à apparaître. Donc vraiment, on est dans une consommation. La crise, c'est quelque chose qui est massif et volumineux. Et ensuite, on peut distinguer aussi des gens qui ont parfois des comportements alimentaires qui interpellent, qui interrogent. Et donc là, la première des choses, et je vais être très critique avec les diètes, c'est vraiment de faire des analyses de ration, de comprendre comment les gens s'organisent dans la journée, de mesurer des durées pour pouvoir bien évaluer. Je vais vous choquer, dans 80% des cas des compulsions alimentaires, c'est d'origine nutritionnelle, moins de 20% d'origine émotionnelle. Donc c'est ça qui est important, c'est que les compétences, les frontières, etc., je crois que ce sont des frontières qui sont totalement perméables désormais, mais dans lesquelles on travaille en partenariat pour pouvoir répondre aux difficultés, aux souffrances des patients et leur proposer les soins les plus appropriés par une bonne évaluation. Mais la plupart du temps, on va se retrouver avec des alimentations qui sont relativement pas toujours adaptées et qui génèrent aussi ces compulsions, mais qui ne sont pas à confondre avec ce qu'on appelle des crises de boulimie ou des crises d'hyperphagie. D'accord, merci beaucoup. Il y a Catherine qui nous dit arrêter de fumer peut engendrer l'obésité. Du coup, quelle est la dépendance la moins pire? Alors, j'ai plutôt l'évaluation que je ferai, Catherine, dans un premier temps, c'est d'observer les fonctions de la cigarette. On connaît plein de fonctions de la cigarette. La première fonction, c'est de réguler son stress. Il y a une fonction de plaisir à consommer la cigarette. Et il y a aussi une fonction de supprimer la sensation de faim. On a des patients qui utilisent la cigarette, comme dans le cas de potomanie, de consommation de café, enfin plein de choses qui peuvent être dans des stratégies pour pouvoir supprimer la sensation de faim. Donc, dans les situations où en fait on a quelqu'un qui a faim et qui utilisait la cigarette pour pouvoir ne pas manger, le fait qu'il arrête de fumer ben, fait qu'il a faim, mais c'est pas parce qu'il arrête de fumer, c'est parce que il y a une question de nutrition auparavant, une question de petit déjeuner, d'organisation du petit déjeuner, structuration, pas structuration et de remplacer ou de prendre quelque chose à ce moment-là, puisqu'il a faim, de prendre quelque chose de cohérent. La plupart du temps, de ce que je vois, ce que j'entends, c'est que comme les gens sont un peu déboussolés à l'arrêt de la cigarette et que de nouveau ils se retrouvent avec la sensation de faim qu'ils avaient masquée pendant des années par la cigarette, ils se retrouvent un peu perdus.
Bah, bien souvent, si on est au travail, moi je le vois à l'hôpital, souvent on se fait les petits déjeuners, il y en a qui ramènent les croissants, les pains au chocolat, ou etc. Du coup, je me retrouve avec ma sensation de faim, j'ai un pain au chocolat, donc du coup, comme j'ai un pain au chocolat, j'ai tellement la dalle que j'en mange un, et puis je culpabilise un peu, donc je vais faire attention sur mes repas d'après, je me déséquilibre complètement, et c'est ce qui peut engendrer tout un système de prise de poids. Les prises de poids, c'est quand même relativement complexe, parce que la prise de poids peut ne pas exister pendant pas mal de temps, mais avoir des comportements alimentaires problématiques. Et puis après, on peut avoir des moments où les gens sont tellement déçus de ne pas arriver à perdre du poids que du coup, ils abandonnent le fameux foutu pour foutu, comme je l'appelle. Et là, ils se lâchent complètement et les prises de poids sont massives. Et puis après, ils s'y remettent et ils changent. Donc, il faut aussi penser la prise de poids par des phénomènes de discontinuité aussi, ou parfois par des phénomènes de continuité de comportement. Et donc ça, c'est l'évaluation qui doit être faite par le diététicien et de voir aussi si parfois ces situations ne sont pas associées à des dynamiques psychiatriques. Et donc, je dirais que où sont les frontières? Les frontières, comme je disais, elles sont perméables. Le diététicien doit avoir une vraie évaluation du comportement alimentaire sur le long terme du poids, du comportement, etc. Et évidemment, quand il nous semble des choses un peu illogiques ou quand le patient vous décrit aussi des phénomènes de dépression associés et autres, ça doit nous mettre la puce à l'oreille et évidemment peut-être le réadresser au médecin généraliste pour adresser à un psychiatre pour faire une évaluation ou d'adresser directement au niveau d'un centre expert TCA pour pouvoir dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment un truc ou est-ce que c'est du désordre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à être clarifié pour pouvoir aider le patient? Parce que je vous rappelle qu'une chose, c'est qu'on est là pour soigner des gens, quoi. Ok, merci beaucoup. Il y a eu une nouvelle question. Donc, comment accompagner au mieux un patient dans le fait d'accepter qu'on travaille d'abord sur les TCA et puis seulement après sur la perte de poids? Et en fait, comment ne pas perdre l'alliance sachant qu'on ne peut pas répondre Bah, c'est à le, leur objectif premier? c'est une excellente question et c'est une excellente question qui pose obligatoirement la vraie problématique des soins, hein, de toute façon. Et je dirais que même des patients de TCA qui viennent en consultation, quand on leur dit, on ne va pas travailler sur la perte de poids, même le désir de perte de poids est contre-thérapeutique, ça se passe pas bien. C'est là un peu, si vous voulez, les choses qui sont un peu complexes, parce que et je suis un peu critique avec, par exemple, le TP, le travail collaboratif avec le patient. Le problème, c'est que, bien sûr, on a évidemment le droit et l'avis de définir ce qui nous semble les soins les plus appropriés pour nous. Par contre, on a ce qu'on appelle en philosophie des soins un kairos, c'est-à-dire qu'un moment opportun et une façon de travailler. Et ça, c'est l'évaluation clinique qui va nous permettre de pouvoir travailler là-dessus. C'est pas que la technique parfois n'est pas efficace, mais si vous essayez d'enfoncer des clous avec des pelles, ça ne marchera pas trop. Et inversement, si vous essayez de pelleter avec un marteau, ça ne marchera pas. Un marteau, ça marche très bien pour enfoncer des clous, une pelle, ça marche très bien pour pelleter. Donc, bien souvent, il y a des erreurs de temporalité de soins bien plus que de technique de soins. Je fais un exemple. Euh, Là, j'ai fait partie des gens, il y a 20 ans, où on a commencé à travailler sur la faim, le rassasiement. C'était des concepts qu'on avait commencé à développer, qui, si vous voulez, venaient avec une approche où on était dans une forme de réification, on remettait l'humain au centre de tout. C'était un mouvement dynamique il y a 20 ans de ça. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore fait comme d'habitude, c'est qu'on a pris les concepts, on les a vidés et on a gardé la technique. Sauf que un patient travailler sur la faim et le rassasiement, c'est pas une situation dans laquelle vous allez pouvoir travailler de manière immédiate et première avec un patient, parce que parfois, au contraire, ça va être même la cause du maintien de problématiques. Voilà, une patiente anorexique, là, elle aura jamais faim. Un patient qui consomme jamais assez de quantité d'énergie, il aura jamais de sensation de faim. Donc, si vous essayez de travailler sur les sensations de faim dont les conditions physiologiques et nutritionnelles ne permettent pas de travailler dessus, vous tapez à côté du truc et vous maintenez un problème. Donc, notre travail pendant l'évaluation, c'est d'essayer de déterminer à un moment donné quelle va être la chronologie des soins. Et la chronologie des soins peut être sur la technique et la chronologie des soins peut être aussi par le type de soignant qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on va mettre du psycho, du psychiatre, est-ce qu'on va mettre du diète, est-ce qu'on en premier, qui on le met, est-ce qu'on met en place une hospitalisation, une clinique, tout va dépendre de l'évaluation clinique. Je milite depuis 20 ans maintenant à ce que les évaluations des patients soient correctement faites
Et j'en ai par-dessus la tête de voir des techniques qui sont appliquées sans une bonne évaluation. Et je suis président de jury pour des DU TCA. Et ben, quand je vois certains trucs, eh ben, j'ai pas d'évaluation, mais alors par contre, j'ai tous les trucs contemporains, modernes de soins dont on parle depuis 20 ans, mais qui par contre sont pas du tout au bon endroit. Donc du coup, on vient à avoir ben, des soins, par définition, qui deviennent contre-thérapeutiques. Et donc, il faut revoir les choses correctement, de dire quelles sont les évaluations, etc. Ensuite, pour finir sur cet argument, je dirais que ça va vous surprendre, mais quand même, les équipes nord-européennes, entre autres anglaises, je pense, allez, bon, je ne vais pas vous les citer, mais enfin, voilà, et nord-américaines ont toujours été quand même très en avance dans la stratégie de soins de la prise en charge des troubles alimentaires. Donc nous aussi, on a fait quand même beaucoup de choses depuis, on a bien fait progresser les choses, il y a moins de soucis. Mais si vous regardez la plupart des bouquins que je lisais à l'époque, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, ben, la première des choses, c'était que tant que le patient voulait perdre du poids, de toute manière, ce sera inefficace. Et deuxième partie des livres des soins des TCA, ben, bizarrement, c'est la nutrition, c'est pas la psychothérapie. Donc du coup, forcément, Attends, tu veux consulter à quelle heure? Ouais, je te laisse le bureau dans 10 minutes. Et du coup, il faut bien comprendre ça, c'est que la plupart du temps, il y a besoin d'avoir une vraie évaluation pour savoir dans quelle stratégie on met les soins, dans quelle temporalité on met les soins pour pouvoir mieux faire progresser les patients. Et donc, je vous rappelais à l'instant avant que je sois coupé, je vous disais que la plupart du temps, la première des choses, c'est que vouloir perdre du poids, je dirais, dans les TCA, c'est contre-thérapeutique. Dans le traitement de l'obésité, je voulais un peu expliquer, c'est aussi contre-thérapeutique, parce que cet objectif-là vous empêche de retrouver un comportement beaucoup plus libre et beaucoup plus spontané. Et donc, du coup, on va à l'erreur. Et ensuite, je vous disais que quand vous prenez tous les bouquins qui existent dans la prise en charge de la TCA, eh ben, la première partie des bouquins, ce n'est pas de la psychothérapie, même s'il y a une partie de psychoéducation et ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, mais la vraiment première partie, c'est de la renutrition. Et c'est là ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il y a 20 ans, je me suis fait assassiner pendant les congrès. On me disait, mais pourquoi tu travailles à les TCA? Parce qu'elles savent compter les calories. Chose à laquelle j'ai répondu que ben, moi, apprendre à compter, c'était au primaire. Par contre, je suis allé faire des études supérieures et comprendre le corps humain, ben, je l'ai appris dans les études supérieures. Donc, ça ne sert à rien de savoir compter les étoiles, ça ne fait pas de vous des astrophysiciens. Ça ne sert à rien de compter des calories, ça ne fait pas de vous des nutritionnistes. Donc, il y a eu des confusions qui ont été faites, qui ont été maintenues pendant des années, qui a fait que beaucoup de patients sont, pour moi, clairement, que des victimes de façon de fonctionner de certains soignants et qui font que bah, les patients, en appliquant de manière très adaptée, très logique, ce qu'il en est, bah, se retrouvent avec des échecs, tout simplement parce que s'il y a une erreur plutôt de soins ou d'évaluation ou de mise en œuvre des soins qui n'est pas dans le bon timing. Ok, merci beaucoup. Euh, il y a une question. Lorsque vous avez réglé le TCA chez une personne en situation d'obésité, mais qu'elle est toujours donc, en situation d'obésité, est-ce que vous tentez de mettre des stratégies pour diminuer le poids sans risque de rechute ou de préoccupation? Alors, attends, vas-y, reprends sur ton début de question, pardon. Bah, c'est-à-dire que il y a une personne, vous avez réglé les TCA chez une personne en situation Oui, d'obésité et qu'elle est toujours en situation d'obésité. l'obésité, ouais. Est-ce que vous mettez en place des stratégies Oui, pour éviter les rechutes? ouais, alors, tu fais la prévention de la rechute, mais clairement, une fois que le patient, tu as traité le comportement alimentaire, bien sûr, après, il faut accompagner le patient dans une démarche totalement adaptée, protectrice, pour que le patient soit mieux sur le plan physique, le plan de sa santé, etc. Alors, ça devient un peu plus précautionneux. Je dirais que là, le vrai ennemi dans cette situation-là, ça va être l'impatience. C'est-à-dire que le patient va mettre 1 à 5 ans à guérir de son comportement alimentaire dans certaines situations, c'est à peu près de cet ordre-là. Malheureusement, on ne va pas avoir une modification du corps qui va être fulgurante comme dans
tas de dénutrition, hein, de perte de poids massive par sous-alimentation profonde. On va avoir un corps qui va se rétablir au fur et à mesure. Et là, ce qui peut être problématique, c'est l'impatience des patients, obligatoirement. Et on peut comprendre, évidemment, hein, j'ai souffert d'obésité, je suis mal depuis un moment, j'ai réglé mon comportement alimentaire, maintenant je suis hyper à l'aise, etc. Mais c'est vrai que j'aime être mieux dans le poids. Le problème, c'est la notion d'impatience qui peut devenir un facteur de rechute. Donc, je travaille plutôt pas mal dessus. Les gens qui sont OK avec et qui peuvent patienter, ben, en fait, globalement, j'ai pas de soucis et ils évoluent positivement. Le poids redescend à certaines vitesses, mais il y a une qualité de vie sans compulsion, sans souffrance qui est OK. Donc, il y a des gens qui vont plutôt pas mal. Et ensuite, ben, ça ouvre la question et le débat sur les traitements médicamenteux qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on utilise des traitements, enfin, des traitements, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais pour pouvoir traiter l'obésité, là, les sémaglutides et autres. Et en effet, de mon expérience, comme j'ai toujours dit avec ces labos, je dis, tant que vous mettrez du traitement avant de traiter un comportement alimentaire, ben, ça ne marchera pas parce que c'est toujours un problème de temporalité des soins. Par contre, en effet, j'ai quelques situations cliniques de patients, après avoir totalement traité le comportement alimentaire avec une vraie stabilité, on a mis en place le traitement, les résultats sont plutôt efficaces, ils sont plutôt adaptés, avec même des patients dans lesquels on a arrêté de prendre le traitement et on n'a pas de modification du comportement alimentaire. Mais pourquoi? Parce que la base est traitée. Donc du coup, on a nettement moins de problèmes. Donc là aussi, je dirais que de nouveau, tous ces traitements, c'est comme les amphétamines à l'époque, c'est comme le régime du camp, c'est comme tous ces trucs qu'on a fait, c'est que tant qu'on l'a mis en première intention pour obtenir ce que disait je ne sais plus qui, là, pourquoi pas faire perdre 2 3 kilos pour que les patients aillent plus vite, évidemment, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, on met les patients dans cet état préoccupé et ils s'en sortent jamais. Et c'est pour ça que ça rechute, parce que de cette préoccupation, il y a l'impatience qui apparaîtra et du coup, le comportement lâchera et malheureusement, il y aura une reprise de poids, donc la santé sera plus mauvaise après, avec bien sûr une incidence psychiatrique à côté. Ok, merci beaucoup. Il y a Estelle qui demande quelle est la vitesse de perte de poids et OK selon vous. Alors là, je suis ennuyé parce qu'il n'y a pas de perte de vitesse de perte de poids, ça, j'en ai jamais observé. J'ai plutôt observé cliniquement parlant avec des gens qui étaient arrivés à cette normalisation du comportement alimentaire avec la patience. J'ai plutôt vu des corps qui évoluaient par paliers, c'est-à-dire que pendant un mois, il ne pouvait rien se passer, puis hop, d'un seul coup, ça descendait un peu, puis il ne se passait rien pendant 15 jours, hop, ça pouvait redescendre. Donc, je n'ai pas vu de régularité. À l'inverse, je dirais plutôt dans l'anorexie mentale, parce que je m'en sers beaucoup. Une de mes pratiques sportives, je suis plongeur bouteille, et j'explique bien ça pour les patientes anorexiques. Je dis, il y a quelque chose de très dangereux à... Alors, les patientes vont vous parler que d'un truc, il ne faut pas que ça aille vite. Et j'ai dit, bah, écoute, ça tombe très bien, parce que nous, en plongée, remonter trop vite, c'est la meilleure façon d'avoir une surpression pulmonaire et de crever en surface. Donc, ne prends pas la tête avec remonter trop vite, parce que ben, on va faire comme une plongée, on va remonter à une vitesse qui va être correcte. Par contre, le plus dangereux pour les patients anorexiques, c'est de remonter à une vitesse très lente. Parce que ça, c'est le plus dangereux. Parce que quand vous remontez à une vitesse lente, il n'y a rien qui se passe. Vous vous épuisez, vous augmentez alors je reste en plongée, vous épuisez, vous augmentez la consommation d'azote, vous videz votre bouteille, et donc, une fois que vous serez arrivé à votre bouteille vide et que vous serez encore au fond, vous aurez pris énormément d'automatismes des troubles alimentaires que vous n'arriverez pas à perdre parce que vous avez passé trop de temps à faire ces automatismes. Et là, il n'y aura que deux solutions. Soit vous restez au fond et donc vous restez chronique à vie, ce qui est le cas d'une personne sur 10, soit vous êtes obligé de remonter en urgence et ça va mal se passer. Donc, quand le patient vous parle uniquement de ça va, il ne faut pas aller trop vite, etc. Moi, j'ai dit, premièrement, tu devrais avoir beaucoup plus peur de remonter trop lentement, parce que c'est parce que tu vas remonter lentement que tu vas rester malade toute ta vie. Par contre, moi, je vais être précautionneux pour que ça aille pas trop vite, parce que j'ai pas envie qu'on aille au carton. Donc, toutes les stratégies qui sont douces, qui vont lentement, etc., clairement, c'est les patients qui vont rester au fond. C'est une pathologie qui est très particulière. Il y a besoin de cadre, c'est pas très agréable. Alors, il y a toujours ces trucs-là, ils me disent, ah, mais vous nous gavez comme des oies, etc. Alors, moi, j'ai dit, là, il y a ma blouse à côté de l'hôpital. J'ai dit, tu sais, moi, je suis payé par le ministère de la Santé, je ne suis pas payé par le ministère de l'Agriculture. Donc, gaver les oies, je ne sais pas faire.
Et quand même, quand vous me dites comment vous emprisonner, alors deuxièmement aussi, je ne suis pas payé par le ministère de la Justice, mais je suis payé plutôt par l'hôpital et donc par le ministère de la Santé. Et je cite toujours une patiente qui avait une phrase qui avait été extraordinaire, elle avait dit, en disant, vous savez, la maladie vous enfermera toujours beaucoup plus que ce que les soignants pourront vous enfermer. Et ça, il ne faut jamais se tromper. Donc, aller trop lentement, c'est une des choses les plus dangereuses dans la remontée de l'anorexie mentale, parce que vous laissez les patients au fond. Et que de toute manière, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand vous avez un cerveau qui est totalement dénutri, ce qu'on peut voir chez les patients souffrant d'obésité et en état de dénutrition énergétique profonde, c'est un état de narcose. Et qu'est-ce qu'un état de narcose? C'est un état dans lequel le cerveau n'a plus la capacité de pouvoir prendre de la distance, de pouvoir prendre la hauteur sur une situation clinique, de ne plus mesurer les dangers de ce qui se passe, de voir qu'en fait, il y a un complot contre lui. Et bien, à ce moment-là, c'est déjà une source de danger pour un patient. Et c'est un patient, si vous ne le remontez pas en énergie, il n'y aura pas de déclics qui vont se passer. Il n'y aura des déclics qui se passeront que si vous remettez de l'énergie, que si le cerveau recommence à fonctionner. Et là, ça avancera. Donc, si vous y allez lentement, pas de déclic, pas de guérison, on reste malade. Donc je dis aux patients, il faut être tout aussi précautionneux d'une vitesse trop lente parce que c'est dangereux. Il faut être précautionneux d'une vitesse trop lente parce que ça vous laissera malade. Il faut une vitesse appropriée. La vitesse appropriée qu'on tolère par mois, c'est 2 à 3 kilos par mois. Il faut être dans ce rythme-là de remontée protégée. Et donc, pour répondre à la question, pardon, de je ne sais plus qui sur la perte de poids, sur la vitesse, d'Estelle, pardon. En fait, sur la descente, j'estime qu'il n'y a pas de perte de poids à avoir, c'est plutôt des paliers qui évoluent naturellement. Et voilà. Et même quand le patient est encore dans un désir de vitesse, forcément, c'est très dangereux parce que ça va mal se passer, parce qu'il est déjà en train de glisser dans un état de préoccupation. Et une fois qu'il aura atteint son poids désiré, il sera dans la pire des situations parce qu'il aura la plus grande angoisse de la reprise. Donc ça, c'est un signe sur lequel il faut faire attention sur les notions de vitesse. Ok, merci beaucoup. On va juste faire une dernière question parce qu'il est Ouais. bientôt l'heure. Euh, donc, est-ce qu'il est urgent d'aller doucement dans la PEC pour que les résultats s'installent de façon sécure? Je suis pas convaincu qu'y aller plus lentement ou plus rapidement, ce soit ça. C'est plutôt une disposition du patient à vouloir aller mieux, en fait, et la compréhension. Donc là, il n'y a pas une question de vitesse ou de douceur, enfin, doucement ou pas doucement, c'est pas vraiment le truc. J'anticipe la question de Julie parce qu'elle posait une question sur le SRI. Non, la remontée trop vite, c'est pas ça le syndrome de renutrition inappropriée. C'est vraiment des états de patients qui sont aphagiques, qui mangent plus depuis quelque temps, dont les bilans sont pas très bons, et c'est des facteurs de gravité. Une vitesse trop vite, c'est par exemple un patient qui prendrait plus de 3 kilos par mois. Ça, ce serait des vitesses qui sont relativement trop vite. C'est plutôt que la transformation du corps est difficilement acceptée par le patient. Tout le travail psychologique ne peut pas se faire aussi en même temps. Donc forcément, on se retrouve dans un truc qui est très inconfortable. Donc vaut mieux aller à une vitesse de remontée classique de sécurité d'une manière générale. Voilà. Mais c'est compliqué, hein, parce que là, je pense à Margot, tu vois, cette patiente qui était en obésité, qui est tombée en anorexie mentale, elle était à 800 calories par jour avec un poids de santé normal, mais à 800 calories par jour. Et c'est là où il faut bien aussi utiliser cette métaphore. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un compteur vitesse qui était à 50 km/h et puis vous roulez en sixième. Et bien forcément, votre moteur, il marche pas très très bien, quoi. Donc là aussi, regardez le poids en permanence, sans regarder le régime moteur, le fonctionnement de vos apports énergétiques. Ça n'a aucun sens de regarder le poids sans regarder le régime moteur. Donc, il faut regarder tout d'une manière générale, quoi. Voilà, j'en ai pas dit assez, je pense. Je suis désolé. Oui, c'est vrai qu'on a plein de questions encore qui arrivent, Mais mais c'est pas tu, grave, à la limite. tu sais que tu peux me ressolliciter quand tu veux pour le Ben faire. justement, j'allais dire qu'on pouvait reprogrammer un webinaire pour les Ouais. personnes qui n'ont pas pu participer à celui-ci et toutes les autres questions qu'on Ouais. a. Mais là, du coup, on va devoir Ouais. s'arrêter là. Oui. En tout cas, c'était vraiment super. On a eu plein de questions. Je suis hyper contente et c'était très intéressant. Et Merci. bravo. Mais je sais pas si vous avez une petite chose à rajouter ou alors, ben écoutez, moi Ouais. le Et webinaire. peut-être, il y a toujours mon Instagram, Nicolas.Saluc, là, si vous voulez à la rigueur poser des questions. C'est vrai que je suis un peu débordé, j'avoue, mais
Mais en fait, n'hésitez pas. Et puis, je continuerai à participer avec vous sur tout ça. Ouais, ça serait bien d'en reprogrammer un autre. Donc, on va voir ça. Et puis, dans tous les cas, si on en fait un second, ça sera dit sur les réseaux de la Ligue. Donc, Ouais. la communication sera faite de ce côté-là. Dans tous les cas, ce webinaire a été enregistré. Donc, il va être posté sur nos différents réseaux et sur YouTube si vous voulez le revoir ou le partager à vos collègues, vos amis. Enfin, voilà. Et écoutez, j'ai été ravie. Oui, Peut-être un truc. Euh, euh, j'ai une pensée qui est dense. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi au tout le langage et le paraverbal qui est sous-jacent avec les mots que j'utilise. Donc, prenez le temps et regardez toutes les subtilités de langage qu'il y a derrière parce qu'il y a quand même pas mal de références. Donc, ça vous permettra un petit peu de prendre le temps parce que souvent, ça paraît abrupt comme ça, ouais. très tranchant. Mais en fait, derrière, il y a vraiment plein de petits concepts et de petites subtilités. Prenez bien le temps de le réécouter et de me solliciter si besoin. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça marche mieux. Ouais, voilà, En tout cas, exactement. merci des questions. Bon, super. Bah, écoutez, merci à Mm. tous, merci Merci. Nicolas et Ouais, on se tient au courant. oui, allez, passez une bonne après-midi tout le Au monde et revoir. merci d'avoir été là. Au Merci. revoir.